Voici votre point rapide sur la maîtrise de 80% du français avec seulement 100 mots. Eh bien, ce document détruit carrément le mythe qu'il faut s'avaler tout un dictionnaire en prouvant qu'une toute petite liste de mots du quotidien suffit largement pour communiquer. Alors premièrement, les données sont claires. 100 petits mots fondamentaux comme bonjour, être, avoir ou je couvrent en fait 80% de nos conversations de tous les jours. Ça montre bien l'erreur classique des débutants qui perdent un temps fou sur du vocabulaire hyper spécifique. Apprendre ces 100 mots, c'est vraiment comme obtenir le passe-partout d'une maison au lieu de chercher 1000 clés différentes. Deuxièmement, puisqu'on a cette fameuse liste magique, comment la retenir sans faire une surchauffe totale? La stratégie, c'est de viser 20 mots par jour sur 5 jours en insistant sur la création de vos propres phrases et l'utilisation de chaque mot dans les 24 heures. Je veux dire, pourquoi s'épuiser à tout retenir en une nuit alors qu'on peut pirater sa mémoire avec seulement 20 mots par jour? Finalement, vous avez les mots et le planning. Mais attention au piège qui fait échouer tout le monde, le silence. Il faut absolument réviser de manière espacée, donc à un jour, 3 jours, une semaine puis un mois, et surtout, parler à voix haute. Mémoriser un mot silencieusement, c'est exactement comme essayer d'apprendre à nager en lisant un manuel. Il faut se jeter à l'eau et prononcer. Un mot non prononcé est un mot oublié. En ciblant la fréquence plutôt que la quantité et en osant parler à voix haute, la fluidité en français n'est plus un marathon interminable, mais un simple sprint de 5 jours. Imaginons un instant qu'on ouvre un dictionnaire de français massif, Mhm. genre un de ces énormes pavés qui contiennent des dizaines de milliers de mots. Ouais, ceux qui pèsent bien lourd. C'est ça. Et là, on prend une paire de ciseaux, on découpe très exactement 100 mots de ce dictionnaire et on jette tout le reste à la poubelle. Ah ouais, carrément. Ça semble complètement absurde, non? Et pourtant, Selon les documents qu'on examine pour notre exploration d'aujourd'hui, eh bien ces 100 petits mots découpés suffiraient à comprendre 80% du français parlé au quotidien. c'est une promesse assez incroyable, c'est vrai. Totalement. En fait, le sujet de cette session, il s'adresse vraiment à tous ceux qui ont déjà ressenti cette envie brûlante d'apprendre la langue, mais qui se sont sentis écrasés par la montagne de vocabulaire à mémoriser. Oui, la fameuse montagne qui décourage tant de monde. Voilà. Donc, la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de décortiquer un document fascinant qui s'intitule, je cite, « Les 100 mots indispensables pour comprendre 80% du français ». Et c'est un texte qui remet pas mal de choses en question. Bah oui, parce qu'il nous dit d'oublier l'idée d'avaler un dictionnaire. Apprendre une langue, selon nos sources, c'est plutôt comme posséder un couteau suisse. J'aime beaucoup cette image du couteau suisse. N'est-ce pas? Pas besoin d'avoir 1000 outils ultra encombrants, il suffit d'avoir les bons et surtout de savoir comment les déplier. C'est exactement l'idée. Le contexte posé par ce document, en fait, il s'appuie sur une réalité linguistique qui est souvent ignorée dans les salles de classe classiques. C'est-à-dire, Eh bien, que la fréquence prime de très loin sur la quantité. La thèse principale s'articule vraiment autour d'un principe d'efficacité pure. d'accord, donc moins de mots, mais mieux choisis. Voilà. En maîtrisant cette liste très restreinte mais hautement stratégique, on ouvre la porte sur ce qu'on appelle le niveau A1. Le niveau A1, c'est le niveau débutant, c'est ça, hein? C'est le niveau fondamental, oui. Ça correspond littéralement à la survie linguistique. C'est la capacité à naviguer dans la grande majorité des interactions de tous les jours. Ah ouais, juste pour commander un café ou trouver son chemin. Exactement. Et ce n'est pas juste une théorie en l'air, attention. C'est fondé sur l'analyse de conversations réelles. Donc des gens qui parlent dans la vraie vie. Tout à fait. Et dans ces analyses, on remarque qu'une petite poignée de mots revient en boucle, encore, et forme vraiment l'ossature de toute communication humaine. Bon, décortiquons ça parce que c'est un vrai changement de perspective. Avant même de regarder à la loupe ces fameux 100 mots, il faut qu'on s'arrête sur un paradoxe. Lequel? Pourquoi tant de gens échouent ou abandonnent après quelques semaines? C'est visiblement un problème de stratégie globale. Absolument, c'est très souvent une question d'approche. Je me fais souvent l'avocat du diable face à ce genre de méthode minimaliste, mais Allez-y, je vous écoute. n'est-ce pas justement la connaissance de mots un peu rares ou de synonymes sophistiqués qui donne l'air de maîtriser une langue? On a souvent cette impression, oui. L'approche classique, elle nous pousse souvent à mémoriser des listes thématiques entières, du genre tous les animaux du zoo ou toutes les fournitures de bureau. Ah oui, le fameux vocabulaire de la trousse et du compas. C'est ça. C'est un peu comme vouloir acheter du matériel de pâtisserie professionnel, vous voyez. Le robot batteur dernier cri, les moules en silicone hors de prix. Avant même de savoir allumer le four. Exactement. Avant de savoir faire cuire un simple gâteau au yaourt. On veut tout de suite impressionner la galerie. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette volonté d'impressionner, c'est très exactement ce qui sabote l'apprentissage. Ah bon? Ça nous dessert à ce point-là? Totalement. L'erreur fondamentale qui est mentionnée dans notre source,
c'est cette dispersion de l'effort cognitif. On s'éparpille, en gros. Voilà, les débutants épuisent leur mémoire à retenir des mots ultra spécifiques. Prenez le mot hippopotame ou agrafeuse. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on croise un hippopotame en allant au boulot. C'est clair, ce sont des mots qu'ils n'utiliseront peut-être pas une seule fois au cours de leur première année de pratique. C'est vrai que vu comme ça, c'est une perte de temps. Et pendant ce temps-là, ils trébuchent sur les mots de liaison basiques qui, eux, reviennent à chaque phrase. Le document insiste lourdement là-dessus. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Oui, sur les mots qui sont les plus fréquents et les plus puissants. L'objectif initial, ce n'est pas du tout l'élégance littéraire. C'est quoi alors? L'objectif, c'est la transmission d'une intention. Si on ne possède pas l'outil de base pour dire qu'on a faim ou qu'on est perdu, connaître le mot hippopotame, franchement, ça ne sera d'aucun secours. Ouais, c'est sûr. D'accord, je comprends très bien la logique de survie. Mais alors, de quoi est composé exactement ce fameux couteau suisse? Alors, la liste est très bien structurée. Comment on passe de la théorie à la pratique? Quand on ouvre ce document, comment ces 100 mots magiques sont-ils organisés pour couvrir 80% de nos besoins? La source propose une anatomie très précise de la conversation quotidienne. Elle est divisée en catégories fonctionnelles. Ok, on commence par quoi? La première ligne de défense, on va dire le premier contact, est constituée de 15 mots déduits aux salutations et aux formules de base. Le fameux bonjour, au revoir. Voilà, c'est le lubrifiant social par excellence. On y trouve bonjour, merci, s'il vous plaît, ou encore des petites expressions comme ci, comme ça. Des mots pour briser la glace, quoi. C'est exactement ça. Ce sont des mots qui, indépendamment de toute règle de grammaire, signalent immédiatement une intention amicale. Ça ouvre le canal de communication. Le fameux lubrifiant social. Mais bon, une fois qu'on a dit bonjour et merci, il faut bien que la conversation décolle, non? Exactement, et c'est là qu'intervient le véritable moteur de la langue. Le moteur. Oui, les 20 verbes essentiels. Le texte liste d'abord les verbes d'état, comme être et avoir, qui sont évidemment incontournables, Ça, c'est la base de la base. mais surtout, il met en avant les verbes d'action et d'intention, c'est-à-dire faire, aller, prendre, vouloir, pouvoir, devoir. Pourquoi cela précisément? Parce que ce sont ces mots qui créent la dynamique. Sans verbe, il n'y a pas d'action, on a juste une description complètement figée. Ouais, je vois. Le verbe vouloir, par exemple. À lui tout seul, il remplace des dizaines de formules de politesse super complexes quand on a besoin de quelque chose. Attendez, je dois vous arrêter là-dessus. Oui, C'est bien beau d'avoir une liste de 20 verbes à l'infinitif. Mais en français, la conjugaison, c'est un cauchemar absolu. c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de monde. Bah oui, si le verbe aller se transforme en je vais, nous irons ou qu'il aille, on triche un peu sur le compte des 100 mots, non? Ah, je vois où vous voulez en venir. Si je dis juste je allais, je vais avoir l'air d'un homme des cavernes. C'est une excellente critique, mais la source répond implicitement à cela par la notion de pragmatisme. C'est-à-dire, Eh bien, au niveau A1, le but n'est pas de remporter un prix de grammaire ou de littérature. L'objectif, c'est d'être compris. juste faire passer le message. Exactement. Si quelqu'un dit « demain, je allais gare », la syntaxe est incorrecte, le verbe n'est pas du tout conjugué, mais le message passe à 100%. C'est pas faux, on comprend très bien. L'interlocuteur natif comprend immédiatement qu'il y a une intention de déplacement vers la gare le jour suivant. L'apprentissage des conjugaisons, ça vient dans un second temps. Donc on ne s'en soucie pas au début. L'urgence, c'est vraiment d'acquérir le sens profond du mot de base. La conjugaison, finalement, ce n'est que la décoration temporelle de ce mot. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette acceptation de l'imperfection, en fait, pour privilégier l'efficacité pure. C'est très libérateur pour un apprenant. D'ailleurs, quand on regarde le reste de la liste, on est frappé par une simplicité presque radicale. Oui, on y trouve des mots très ancrés dans le réel. Il y a 14 noms du quotidien, des trucs comme la maison, l'eau, le pain, la ville, le temps, Que des choses qu'on manipule ou qu'on traverse tous les jours. et 12 adjectifs qui fonctionnent presque tous par paire d'opposés. Grand et petit, bon et mauvais, chaud et froid. Tout à fait. Je me pose une question. Est-ce que cette simplicité extrême n'est pas la preuve ultime que nos interactions quotidiennes sont au fond terriblement utilitaires? Comment ça? On passe notre temps à décrire des besoins primaires et des contrastes basiques, non? C'est tout à fait ça, hein. La nature de la communication de rue, au marché ou dans un café, elle est profondément binaire et orientée vers la résolution de problèmes immédiats. On va à l'essentiel. Oui, on a besoin de savoir si c'est ouvert ou fermé, si c'est bon ou mauvais, si c'est ici ou là-bas. Pas besoin de grandes envolées lyriques. Le document complète d'ailleurs cet arsenal avec des petits mots qui sont souvent ignorés, mais qui sont vitaux. Lesquels, par exemple? Les pronoms, pour identifier qui parle. Des mots interrogatifs, comme qui, quoi, où, quand, pour extraire de l'information. Très pratique pour poser des questions.
Et des prépositions comme dans, sur, avec, sans, pour situer les choses dans l'espace. Donc si on mélange tout ça, Si on assemble un pronom de base, un verbe d'intention et un nom simple, prenons par exemple je plus vouloir plus au. je, vouloir, au. Voilà. On vient de résoudre un problème de déshydratation sans avoir besoin de connaître le terme s'hydrater ou la formulation complexe pourrais-je obtenir une boisson. C'est presque de l'ingénierie linguistique à ce niveau-là. C'est fascinant de voir la langue comme un simple jeu de blocs de construction. C'est très ludique, oui. Mais voilà le vrai problème. Avoir cette liste parfaite, l'imprimer, la mettre en fond d'écran sur son téléphone, ça sert absolument à rien si le cerveau refuse de coopérer. Ah, la mémoire, c'est un autre défi. Comment on passe d'une information passive sur un bout de papier à un vocabulaire actif qui sort naturellement de la bouche? Eh bien, le document ne s'arrête pas à la liste, heureusement. Il propose une mécanique de mémorisation en 5 étapes. D'accord, donc il y a un mode d'emploi. Tout à fait. Et c'est là qu'on glisse de la linguistique pure vers les sciences cognitives. La méthode décrite, elle vise vraiment à déjouer les mécanismes naturels d'effacement de notre propre cerveau. Regardons la première étape. 20 mots par jour pendant 5 jours. C'est un rythme assez précis. La consigne est stricte. Ne pas essayer d'apprendre les 100 mots d'un coup. Mais c'est surtout l'étape 2 qui retient mon attention. Créer des phrases personnelles, c'est ça? Oui, liées à sa propre vie. C'est marrant, ça me fait penser à une paire de chaussures neuves. Des chaussures, comment ça? Un nouveau mot, c'est exactement ça. On peut très bien laisser les chaussures dans leur boîte, admirer le cuir, se dire qu'elles sont magnifiques et qu'elles nous iront super bien. D'accord, je vois l'image. Mais si on ne les met pas à ses pieds, si on ne marche pas avec immédiatement pour les assouplir, on ne s'y habituera jamais. Elles vont juste rester dans le placard. Voilà, elles finiront par prendre la poussière. Le mot, il doit être porté pour prendre sa forme. C'est une super métaphore. L'appropriation immédiate, c'est en effet la clé absolue. Et cela nous mène directement à l'étape 3 du texte. Qui est? L'utilisation immédiate dans une situation réelle ou simulée. Idéalement dans les 24 heures. Faut pas traîner donc. Non, le but c'est de créer une connexion neuronale qui est liée à une émotion ou à un contexte physique et non plus seulement une traduction abstraite sur un écran. D'accord, l'ancrer dans le réel. Mais là où la méthode rejoint vraiment les découvertes les plus solides en psychologie de l'apprentissage, c'est à l'étape 4. La fameuse révision espacée. Exactement. Ah, la révision espacée. C'est un terme qu'on entend beaucoup un peu partout en ce moment. Oui, dans toutes les applications d'apprentissage. Mais comment ça fonctionne concrètement? Pourquoi le document insiste sur des intervalles très spécifiques? Genre, après un jour, puis 3 jours, puis une semaine, puis un mois. C'est pas choisi au hasard. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pendant ces intervalles? Pour comprendre cela, il faut comprendre que notre cerveau est avant tout une machine à oublier. Sympa pour lui. C'est une question de survie et d'économie d'énergie. Si une information n'est pas réutilisée, le cerveau considère simplement qu'elle est inutile. Et hop, à la poubelle. Voilà, il efface le chemin neuronal pour faire de la place pour autre chose. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Ok. Et la révision espacée, c'est une technique de piratage de ce système. On hack son propre cerveau. C'est ça. Quand on apprend un mot, le souvenir décline super rapidement. Si on le révise très exactement au moment où on est sur le point de l'oublier, Donc environ 24 heures plus tard. voilà, le cerveau se dit « Si, tiens, cette information revient, elle doit être importante en fait ». Le chemin neuronal se renforce. Ah, c'est malin. Ensuite, le souvenir tiendra plus longtemps, disons 3 jours. On le rappelle à ce moment-là précis. Puis, il tiendra une semaine. Ça s'allonge à chaque fois. À chaque rappel espacé, la consolidation devient de plus en plus permanente, jusqu'à ce que le mot glisse enfin de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. C'est donc une sorte de musculation ciblée. On soulève le poids juste avant que le muscle ne se relâche complètement. C'est le principe exact, oui. Et si on relie ça à la vue d'ensemble, l'étape 5 vient donner du sens à toute cette mécanique. Laquelle? L'immersion contextuelle. Le texte conseille d'écouter du français, des chansons, de regarder des films. Se baigner dans la langue, quoi. Surtout, de célébrer chaque petite victoire quand un de ces mots est reconnu. Et cette célébration, attention, ce n'est pas juste un truc de développement personnel. C'est-à-dire? Il y a un effet physique. Complètement. Ça déclenche une micro-décharge de dopamine dans le cerveau. Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la récompense. Ok, le truc qui nous fait nous sentir bien. Oui, et cette dopamine agit littéralement comme un fixateur chimique pour la mémoire. Incroyable. Reconnaître le mot « eau » dans un film et s'en réjouir, ça ancre ce mot bien plus profondément qu'une ligne qu'on aurait lue 100 fois dans un tableau Excel. Mais bon, l'humain reste l'humain.
Même avec la meilleure liste du monde, même avec des alarmes programmées pour la révision espacée et des décharges de dopamine, Oui, ça peut coincer. le processus déraille souvent. La nature humaine sabote l'apprentissage. Quelles sont les erreurs fatales identifiées par notre source? Les pièges dans lesquels tout le monde tombe un jour ou l'autre? Le tout premier piège identifié, c'est l'impatience, la précipitation. Vouloir aller trop vite. Vouloir assimiler 50 mots par jour au lieu de 20. C'est vraiment l'équivalent cognitif de la boulimie. On se ginforfe de vocabulaire? L'information est avalée, mais elle n'est pas digérée et elle disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. C'est logique. Et le deuxième piège? C'est évidemment l'abandon des révisions espacées dès que la motivation initiale, celle des premiers jours, retombe un peu. Le fameux soufflet qui retombe. Mais cela soulève une question importante concernant le troisième piège, qui lui est de nature purement émotionnelle. C'est quoi? La paralysie par la peur de l'erreur. Ah, la peur du regard des autres. La peur d'être ridicule avec son accent. Absolument. Et là, la source insiste lourdement. Les erreurs ne sont pas des échecs, elles sont le matériau même de l'apprentissage. On apprend en se trompant. Refuser de parler tant qu'on n'a pas une prononciation parfaite ou une grammaire irréprochable, c'est exactement comme refuser d'entrer dans l'eau tant qu'on ne sait pas nager. C'est une impasse logique totale. C'est absurde, oui. Il y a une phrase dans le document qui résume cette impasse de manière très frappante. Je cite, « Un mot non prononcé est un mot oublié. Parler à voix haute. » Une consigne très claire. La prononciation y est décrite non pas comme un bonus d'élocution pour faire joli, mais comme une étape fondamentale de la mémorisation. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Je vous laisse m'expliquer votre théorie. Si on creuse un peu, on se rend compte que l'apprentissage d'une langue, c'est une activité profondément physique. Ce n'est pas un exercice purement intellectuel abstrait qui se passe uniquement dans le silence de notre crâne. C'est très juste, on a tendance à l'oublier. Il faut mobiliser des muscles. Il faut positionner sa langue d'une nouvelle manière, modifier l'ouverture de sa mâchoire. C'est de la biomécanique. Oui, utiliser ses cordes vocales pour produire des sons qui n'existent peut-être même pas dans sa langue maternelle, c'est de la gymnastique en fait. Tout à fait. Faire vibrer l'air de la pièce avec sa propre voix, c'est donner une réalité tangible aux mots. Tant qu'il reste coincé dans la tête, c'est juste un fantôme. Dès qu'il franchit les lèvres, bam, il existe. Cette dimension physique dont vous parlez, c'est souvent la grande oubliée des applications sur téléphone, où l'on se contente de glisser bêtement le doigt sur un écran. C'est clair. Le texte valide complètement cette idée. L'articulation vocale crée ce qu'on appelle une mémoire kinesthésique. Une mémoire du corps. Exactement. Et elle vient doubler la mémoire intellectuelle. Plus les sens sont impliqués, donc l'ouïe, la vue, le mouvement des muscles de la bouche, plus la rétention est forte. Ça fait plein de points d'ancrage. C'est pour cela que s'entraîner seul à voix haute, même devant son miroir s'il faut, est d'une efficacité redoutable. Eh bien, si on rassemble toutes les pièces du puzzle de notre exploration d'aujourd'hui, on se retrouve face à un mode d'emploi d'une clarté chirurgicale pour quiconque souhaite franchir le cap. Un vrai plan de bataille. 100 mots sélectionnés non pas pour leur beauté, mais pour leur fréquence statistique implacable. Une organisation tactique, avec des salutations pour le lien social, des verbes pour l'action, des adjectifs pour l'évaluation, La boîte à outils complète. un rythme d'apprentissage strict de 20 mots par jour, soutenu par la révision espacée, et surtout, le courage physique de transformer la pensée en son. Et pour couronner le tout, le document prend soin de replacer cet effort mécanique dans une perspective plus vaste. Et je dirais plus inspirante. Ah oui. Oui, le français n'est pas qu'un outil utilitaire, c'est une langue globale, partagée dans plus de 30 pays. Elle est reconnue comme un vecteur majeur de la culture, des arts, de la gastronomie. C'est une belle motivation. Ce rappel n'est pas anodin du tout. Il est là pour nourrir la motivation sur le très long terme. Le message final de l'auteur, c'est un appel à la bienveillance envers soi-même. Il faut être indulgent. Oui, chaque mot retenu est un triomphe sur l'oubli. Chaque phrase bricolée est un pas en avant. Et chaque tentative de communication, même très maladroite, même avec des verbes à l'infinitif, eh bien, c'est une victoire absolue. Une victoire absolue, l'audace de communiquer prime sur la perfection de la forme. C'est la plus belle conclusion. On a vu aujourd'hui qu'avec ce couteau suisse limité à 100 mots, il est tout à fait possible de couler les fondations solides d'une maison et de gérer la grande majorité des situations basiques de la vie courante. Oui, de s'en sortir dignement. Mais pour clore cette analyse, il y a une question fascinante qui émerge en filigrane de tout ça.
Je vous écoute. Si une centaine de mots fondamentaux permettent d'assurer 80% de notre communication quotidienne, que se cache-t-il exactement dans le vaste océan des 20% restants? Ah, la partie émergée de l'iceberg. Est-ce que ce n'est pas précisément là, dans ce vocabulaire que l'on qualifiait de rare, de complexe ou de non essentiel, que réside la véritable âme d'une culture? C'est une excellente réflexion. Sa poésie, ses nuances psychologiques, son ironie, son humour complètement intraduisible, tout ça, ça se trouve dans les marges que l'on a choisi d'ignorer aujourd'hui pour survivre. Pour l'instant, du moins. Voilà, une fois que la structure de la maison est construite, qu'elle est solide et fonctionnelle, grâce à ces 100 petites briques, il faudra bien, un jour ou l'autre, choisir comment la décorer de l'intérieur. Et c'est là que le véritable voyage commence. Exactement, que cette réflexion accompagne tous les esprits curieux qui se lancent dans l'aventure linguistique. Ce fut un réel privilège d'analyser ces mécanismes d'apprentissage avec vous aujourd'hui. Que l'exploration continue pour tout le monde. À la prochaine pour une nouvelle analyse. Voici l'essentiel sur la maîtrise de la compréhension orale du français naturel. Ce guide pour apprenants explique comment combler ce fossé super frustrant entre le français parfaitement articulé de vos manuels et le français ultra rapide que vous entendez dans la rue. Premièrement, oubliez complètement la perfection. Traduire chaque mot en temps réel, ça crée un stress qui bloque totalement le cerveau, visez uniquement l'idée globale. Honnêtement, écouter juste des audios langue manuelle, c'est exactement comme lire le code de la route sans jamais conduire une vraie voiture. Deuxièmement, vu qu'on arrête de tout traduire, qu'est-ce qui rend la vraie écoute si difficile au début? Eh bien, c'est un mix de vitesse, d'argot du quotidien, genre dire boulot au lieu de travail, aux bagnoles pour voiture, et surtout des fameuses liaisons qui fusionnent les amis en un seul son, les amis. Mais pourquoi se mettre autant la pression alors que les Français natifs avalent la moitié de leurs mots et ne se comprennent même pas toujours entre eux? Troisièmement, pour décrypter ces mots fusionnés, la clé, c'est pas d'étudier plus longtemps, mais plus régulièrement. Écouter 10 petites minutes chaque jour, c'est 1000 fois plus puissant que 2 heures le dimanche. Testez le défi des 7 jours. Écoutez exactement le même petit audio 7 fois en une semaine pour forcer votre oreille à s'adapter au rythme naturel. En fin de compte, pour comprendre le vrai français, il faut fermer les manuels, accepter le chaos joyeux des conversations réelles et entraîner son oreille un tout petit peu tous les jours. Pourquoi est-ce qu'une personne qui est tout à fait capable de lire du Victor Hugo dans le texte, ou même quelqu'un qui maîtrise, je sais pas, toute la conjugaison du subjonctif imparfait, se retrouve soudainement, mais totalement paralysée, quand un boulanger parisien lui demande à toute vitesse si elle veut une baguette bien cuite? C'est le grand classique, ouais. Le choc de la réalité. Exactement. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce fossé gigantesque, parce que c'est vraiment un gouffre, entre le français qu'on trouve dans les manuels et le français de la rue. Le français de la vraie vie, quoi. Voilà. Et pour cette exploration d'aujourd'hui, on se base sur une source très spécifique. C'est une transcription d'une leçon vidéo qui s'intitule Mastering Natural French Audio Comprehension for Beginners. C'est un contenu qui a été pensé pour les apprenants de niveau A2. Et juste pour qu'on soit bien clair sur ce que ça représente, le niveau A2, C'est un moment un peu charnière, en fait. c'est ça. La personne n'est plus un grand débutant, elle connaît les règles de base, elle peut faire des phrases simples, mais c'est un grand mais, ses connaissances sont encore extrêmement fragiles quand il faut les utiliser en temps réel. En tant que passionné par ces mécanismes, je trouve ça fascinant. Et notre mission avec cette analyse, c'est vraiment de comprendre pourquoi ce fameux bagage théorique s'effondre en conditions réelles. Et surtout, d'extraire les méthodes pour entraîner le cerveau à comprendre la langue parlée naturellement, sans ces petites pauses artificielles. Et c'est un cadre analytique super important à poser dès le départ. Je suis ravi qu'on aborde ça sous cet angle. Parce que la clé ici, et la leçon insiste bien là-dessus, ce n'est pas du tout d'accumuler encore et encore du vocabulaire. Non, c'est pas ça le but. Pas du tout. C'est vraiment une question d'adaptation au monde réel. Cet effondrement dont tu parles, il s'explique simplement par un changement radical d'environnement. En fait, l'apprentissage classique, tu vois, en salle de classe, ça fonctionne un peu comme une piscine municipale. Ah oui, j'adore cette image, la piscine bien propre. Exactement. L'eau est claire, on a des lignes d'eau bien droites pour nous guider, la température est parfaite, et surtout, on a pied. Les mots sont prononcés super lentement par le prof, séparés par de beaux silences artificiels, mais la véritable conversation, dehors, c'est l'océan. C'est sauvage. C'est totalement sauvage. L'eau est trouble, il y a des courants imprévisibles, du vent, du bruit de fond de partout. Et la méthode qu'on analyse aujourd'hui, elle parle d'un principe très simple. On ne peut pas apprendre à survivre dans l'océan en restant sagement dans le petit bassin. Il faut y aller, quoi. Voilà, il faut confronter son système auditif à ce chaos naturel de la langue parlée. Et la source utilise d'ailleurs une autre analogie qui est
que je trouve assez frappante pour illustrer cette transition causale. Elle compare ça à l'apprentissage de la conduite. Ah oui, le code de la route. Ouais, tu peux mémoriser le code de la route de la première à la dernière page, tu peux regarder, je sais pas, des centaines d'heures de vidéos sur comment fonctionne un embrayage, mais le jour où tu te retrouves sur l'autoroute, sous une pluie battante avec des camions qui te doublent dans tous les sens, bah non, la théorie, ça suffit plus. Le cerveau en jeu, tu as juste pas été entraîné à traiter tous ces stimuli en même temps. Et bon, décortiquons un peu tout ça, parce que j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que c'est pas ultra risqué, ou même complètement décourageant, de prendre un débutant de niveau A2 et de le jeter directement dans le grand bain d'une conversation ininterrompue? Il faudrait pas plutôt consolider les bases d'abord? Ce qui est fascinant ici, c'est justement ce mécanisme de protection qu'on veut tous adopter. Mais le problème fondamental de cette approche très prudente et purement théorique, c'est qu'elle crée une attente de perfection chez l'apprenant. De perfection. C'est-à-dire, le système éducatif classique, il conditionne le cerveau à traduire mentalement chaque mot, un par un, pour valider qu'on a bien compris la phrase. Sauf que la neurologie de la compréhension orale, dans la nature, ça fonctionne absolument pas comme ça. Et même pour les francophones natifs. Ah bon? Ah oui, le cerveau humain, c'est une machine à faire des inférences, des prédictions. Prendre une conversation banale dans un café hyper bruyant. Un natif n'entend pas chaque syllabe ou chaque préposition. Il capte des bouts en fait. C'est ça, il capte des fragments sonores, il analyse le contexte, il lit le langage corporel, et son cerveau va littéralement halluciner les pièces manquantes pour reconstruire le sens global. D'accord. Donc en forçant l'apprenant de niveau A2 à vouloir chercher une traduction littérale parfaite pour chaque mot qui sort de la bouche de son interlocuteur, On bloque complètement ce mécanisme. On lui demande d'utiliser une stratégie que même toi et moi, on n'utilise pas au quotidien. c'est fou quand on y pense. C'est le cœur du problème. Et c'est pour ça que le plonger dans un flux continu, sans ces pauses artificielles, ça force le cerveau à abandonner cette béquille de la traduction mot à mot, qui est de toute façon beaucoup trop lente. C'est clair. Le temps de traduire, la personne en face a déjà fini son histoire. Exactement. Le cerveau est alors obligé de faire confiance à son intuition, à la reconnaissance des schémas sonores. Et l'auteur de la vidéo insiste énormément là-dessus pour déculpabiliser son audience. Ne pas tout comprendre, c'est pas un échec, c'est juste la condition par défaut de la communication humaine. Ouais, c'est normal quoi. Mais du coup, si on accepte cette idée que l'océan est chaotique et qu'il faut juste s'y jeter, il faut quand même comprendre quels sont les obstacles techniques. Qu'est-ce qui rend cette eau si trouble pour notre cerveau? Il y a des éléments très mécaniques, effectivement. La vidéo en liste 4 principaux. Ok, on y va. Le premier, c'est assez évident, c'est la vitesse pure. Le cerveau de l'apprenant doit s'adapter pour reconnaître des mots qui défilent très vite. Mais cette vitesse, elle déclenche le deuxième problème qui est beaucoup plus piégeux, les liaisons, la fusion phonétique. Ah, la fameuse liaison française. Voilà, le manuel te dit lait et ami. Ça te fait 2 jolis petits tiroirs bien propres dans le cerveau. Séparés par un bel espace blanc. C'est ça. Hein. Mais dans la réalité, l'air ne s'arrête pas de sortir des poumons. Ça donne le amis en un seul bloc sonore. Et c'est encore pire avec les contractions, comme le formel « je suis », qui devient juste un son de friction rapide, « suis ». Je suis fatiguée. Voilà, « je suis fatigué ». Le tiroir « je suis » n'existe pas dans la tête de l'apprenant. La recherche échoue. Et le troisième obstacle? Le vocabulaire familier, l'argot. Le prof t'apprend le mot « travail » et le mot « voiture ». Mais sur le trottoir, tu vas entendre « boulot » et « bagnole ». Et ça nous amène au quatrième point, qui est le stress psychologique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que c'est une réaction en chaîne. J'ai une image qui me vient en tête à ce réflexe de panique. Vas-y, dis-moi. Se forcer à comprendre chaque mot de ce flux, c'est comme essayer d'attraper chaque goutte d'eau avec ses mains pendant une averse torrentielle. Oh, c'est une super métaphore. Tu vois, c'est épuisant, c'est physiquement impossible. Et au final, de toute façon, tu finis trempé. Et si on applique ça à la langue, s'arrêter sur une goutte d'eau, genre bloquer toute son attention sur ce mot inconnu, bagnole, c'est laisser passer des litres d'eau de contexte qui auraient pu t'aider à comprendre. La pression bloque littéralement la compréhension. Et neurologiquement parlant, c'est exactement ce qui se passe. C'est lié à la charge cognitive. Face à cette accumulation de vitesse, de les amis, de chui et de bagnole, ton amygdale, le petit centre d'alarme du cerveau, commence à paniquer. Ça crée un pic de cortisol. L'hormone du stress. Exactement. Et le cortisol a cet effet ironique de bloquer l'accès à la mémoire de travail. Plus tu stresses, moins tu te souviens de tes leçons. C'est pour ça que la détente, c'est pas juste un conseil de grand-mère, du style « allez, respire un grand coup ».
C'est une vraie technique neurologique. C'est une nécessité technique. En acceptant de ne pas tout saisir, de se laisser mouiller par la pluie pour reprendre ton image, on fait baisser ce stress. On réouvre l'accès à la mémoire et le cerveau recommence à repérer les schémas sonores globaux au lieu de paniquer sur un détail. D'accord, donc une fois qu'on a bien identifié ces blocages, à la fois techniques et psychologiques, comment la source propose-t-elle de s'entraîner concrètement? Parce que la vidéo propose de passer par une histoire, et pas n'importe laquelle. Une histoire conçue exprès pour tester l'écoute globale. Tout à fait. L'entraînement passe par une immersion narrative. Et alors là, il faut qu'on en parle. L'histoire, c'est le récit d'un week-end à la campagne. On a un départ le samedi matin, 2 heures de route, une petite balade dans la forêt. Ensuite, on s'arrête près d'un petit ruisseau. Le soir, préparation d'une soupe et d'une salade sous les étoiles. Et le lendemain, réveil tardif avec des croissants avant d'aller au marché local pour acheter du pain et du fromage. Le grand classique français. C'est hyper classique. Le vocabulaire tourne autour de trucs comme la campagne, un village, des produits locaux. Et on a des expressions super courantes comme ça fait du bien, profiter du moment, changer de la routine. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis posé une grosse question. Pourquoi raconter une histoire aussi banale, presque cliché? Enfin, on parle d'une salade et de fromage. Est-ce qu'il n'a pas un moyen plus captivant d'apprendre? Un bon thriller, un peu de suspense? Eh bien, si l'on renie ça à une perspective plus large, on réalise que cette banalité est complètement intentionnelle, et même indispensable à ce stade, Ah bon? Pourquoi? à cause de la fameuse bande passante de notre cerveau. Imagine qu'on te raconte une histoire hyper complexe, un polar avec des espions, des retournements de situation de folie. J'essaierai de trouver le coupable. Voilà. Ton cerveau va dépenser 90% de son énergie à essayer de suivre l'intrigue. Attends, pourquoi il a le pistolet? Qui a menti? Il ne te reste que 10% d'énergie mentale pour traiter la grammaire, la vitesse, le vocabulaire. Et là, boum, surcharge cognitive. La panique revient. Ah, je vois. Donc en réduisant la complexité de l'intrigue au strict minimum, une promenade, manger du fromage, on libère toute cette énergie. C'est ça, le cerveau n'a pas besoin de calculer l'histoire. Il sait très bien comment se passe un week-end à la campagne, il y a zéro surprise. Donc l'apprenant peut enfin se concentrer sur la forme, sur le rythme de l'orateur, sur les structures grammaticales simples comme « nous sommes partis » ou « il faisait beau ». Le fond est tellement prévisible qu'on peut enfin l'écouter la musique de la forme. C'est super astucieux. Bon, du coup, maintenant qu'on a ce matériel d'entraînement hyper sécurisant, quelle est la stratégie concrète de la vidéo pour l'assimiler sans se décourager? On parle d'une vraie hygiène d'apprentissage, non? Oui, il y a des règles très claires. La première, c'est la régularité. La source le dit sans détour. 10 minutes par jour, tous les jours. Ça vaut 10 fois plus que 2 heures d'un coup le dimanche. C'est le principe des petits pas. Exactement. Ensuite, il y a la méthode des écoutes multiples pour chaque session. Tu ne l'écoutes pas juste une fois. Ouais, la vidéo détaille ça bien. La première écoute, c'est pour l'histoire, pour survivre et choper le contexte. La deuxième écoute, c'est pour chasser les mots qui bloquent. Et la troisième, c'est uniquement pour le rythme et la prononciation. Et pour accompagner ça, tenir un petit carnet de vocabulaire, c'est très recommandé. Mais surtout, il faut diversifier son alimentation sonore, si je puis dire. La source cite plein d'exemples excellents. Ouais, elle donne une bonne petite liste. Des podcasts pour apprenants comme French Voices ou Inner French, mais aussi des médias plus traditionnels comme RFI ou plein de vidéos sur YouTube. Elle mentionne aussi les classiques de la gamification comme Duolingo ou Babel. Tout à fait. Et ça va jusqu'aux applications de conversation réelle avec des natifs, comme Tandem ou HelloTalk. Mais la clé de voûte de cette méthode, l'exercice ultime proposé, c'est ce qu'elle appelle le défi de la semaine, ou le défi des 7 jours. Ah oui, ce fameux défi. Écouter exactement la même histoire banale 7 heures d'affilée. Et à la fin, s'enregistrer soi-même avec son téléphone en racontant son propre week-end. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que, en analysant ça, ça m'a fait penser à un entraînement sportif de haut niveau. C'est vraiment la même mécanique. C'est ça. Les 10 minutes par jour, c'est pas un marathon, ce sont des étirements. C'est l'habitude, la routine, plus que l'intensité de la séance qui va créer une mémoire musculaire. Non seulement pour l'oreille, mais aussi pour la bouche, quand tu finis par t'enregistrer. Cela soulève une question importante sur la neuroplasticité. La répétition sur 7 jours, ça dit littéralement au cerveau « Hé, ce son bizarre, c'est pas une anomalie, tu vas l'entendre tous les jours pour survivre, alors construis des connexions neuronales solides pour le traiter. »
Et le fait de s'enregistrer à la fin avec son propre téléphone. Ça, c'est l'étincelle finale. C'est le passage forcé de l'apprentissage passif à l'application active. Quand tu allumes le micro, tu n'es plus protégé. Tu dois faire face à tes hésitations, tu dois accepter de faire des erreurs, de buter sur les mots, ça fait partie intégrante du voyage. Et ça demande un certain courage, accepter sa propre vulnérabilité vocale. C'est pour ça qu'en faisant un peu la synthèse de toute cette exploration, on se rend compte que l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment un voyage avec ses hauts et ses très très bas. Ouais, un jour tu te sens bilingue et le lendemain t'as l'impression de repartir à zéro. C'est exactement ça. Et la vraie clé de la compréhension orale naturelle, c'est cette acceptation totale de l'imperfection. C'est réussir à relâcher la pression quand on croise un mot inconnu ou quand on se prend un « je suis » à la place d'un « je suis » bien carré. Et c'est la petite dose quotidienne d'immersion qui rend ça possible. C'est la tolérance à l'inconfort. Voilà. L'important, c'est de se comparer à soi-même hier et surtout pas aux autres ni aux francophones natifs. Et cette leçon a une utilité universelle. Parce que tu apprennes le français, qui est quand même parlé dans plus de 30 pays avec plein d'accents différents, ou que tu apprennes la guitare ou le code informatique, cette capacité à tolérer l'inconfort des débuts, à s'exposer régulièrement, c'est la clé absolue de la réussite. Et ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. On vient de voir que la véritable maîtrise d'une langue humaine passe par la compréhension de ses imperfections. Par son argot, ses bagnoles et ses boulots, par ses contractions fluides, par ses silences hésitants. Par tout son chaos naturel, en fait. Tout son chaos. Mais aujourd'hui, on a des intelligences artificielles, on a des traducteurs automatiques de plus en plus puissants. Et ces machines, elles produisent et traduisent un français de manuel absolument parfait, clinique, Sans la moindre erreur. sans le moindre « e ». Voilà. Alors, si la machine excelle dans cette perfection théorique, l'apprentissage d'une langue étrangère pour nous les humains, ça change de nature, non ? Ça devient beaucoup moins une simple question de transfert d'informations. Ça devient quoi ? Un acte de connexion pure. Exactement. Un acte de connexion culturelle, de vulnérabilité partagée et surtout d'empathie. C'est l'effort d'aller vers l'autre dans toute sa complexité. C'est une réflexion assez vertigineuse que je trouve parfaite pour clôturer notre analyse. On vous laisse méditer là-dessus et prolonger la réflexion de votre côté. Voici l'essentiel sur la maîtrise du français parlé au quotidien. Le secret pour passer d'un français scolaire, un peu rigide, à une langue super fluide et authentique, c'est d'abandonner la traduction mot à mot pour adopter direct les expressions idiomatiques de tous les jours. Premièrement, il nous faut ce fameux vocabulaire de survie, vous savez, ces petites phrases typiques comme « j'ai la flemme » pour exprimer la paresse ou « c'est nickel » pour dire que tout est parfait. Franchement, voyez ça comme la sauce qui lie un plat. Sans elle, votre maîtrise de la grammaire est peut-être correcte, mais votre discours reste complètement sec et robotique. Alors maintenant que l'on connaît ces ingrédients, comment le cerveau peut-il les retenir ? Deuxièmement, parlons de la stratégie d'assimilation. On ne sélectionne que 10 expressions par semaine, on crée ses propres phrases et on les utilise impérativement dans les 48 heures. Parce que, sérieusement, pourquoi essayer d'avaler 50 expressions d'un coup alors que la science de l'apprentissage nous dit de n'en digérer que 10 par semaine ? Mais attention, même avec une bonne méthode de mémorisation, l'exécution sur le terrain peut complètement échouer. Finalement, méfiez-vous des pièges. Il y a le problème du contexte, genre sortir un mot très familier dans une situation formelle, et surtout l'absence de pratique orale. Vous pensez que lire cette liste en silence suffit ? Absolument pas. Si vous ne prononcez pas ces mots à voix haute, ils resteront inutilisables face à un vrai francophone. En fin de compte, la véritable aisance en français ne s'acquiert pas en mémorisant un dictionnaire, mais en osant prononcer et vivre ces petits blocs de langage chaque jour. Saviez-vous que parler avec une grammaire absolument parfaite peut paradoxalement détruire totalement vos chances de vous faire de vrais amis dans une nouvelle culture ? C'est fou quand on y pense, ouais. Ah mais complètement. On a toujours cru que la perfection linguistique, c'était le but ultime, le Graal quoi. Exactement. Mais aujourd'hui, on va découvrir pourquoi le cerveau des locuteurs natifs préfère largement l'imperfection, les petits raccourcis et même un certain chaos. Un chaos organisé, on va dire. Voilà, c'est ça. Pour quiconque a déjà appris une langue, il y a ce moment assez universel qu'on appelle souvent le plateau de l'intermédiaire, le fameux niveau B1. Ah, le niveau B1. La zone de turbulence par excellence. C'est exactement le mot. Parce que sur le papier, tout va bien. On connaît ses conjugaisons, on a un vocabulaire de survie tout à fait honorable. On peut commander un café sans problème. Voilà. Commander un café, réserver un billet de train sans transpirer, aucun souci. Mais alors,
Dès qu'on se retrouve invité à un vrai dîner, C'est là que ça se complique. c'est le naufrage. On est entouré de personnes qui parlent à vitesse réelle, avec de l'argot, des blagues, des mots coupés en deux. Et là, on a l'impression de survivre, pas du tout de vivre. Ouais, c'est un épuisement mental total en fait. Absolument. Parce qu'on passe son temps à traduire chaque mot un par un dans sa tête. Et c'est l'éternel gouffre entre la théorie pure des manuels scolaires, qui est très géométrique, très aseptisée, et la pratique de la rue, qui, elle, est organique. Mm. On a quitté la sécurité de la plage des débutants, mais on n'a pas encore le moteur pour naviguer de façon fluide. C'est une belle image. Merci. En fait, la charge cognitive est à son maximum à ce stade. Le cerveau essaie d'appliquer des règles de grammaire super complexes en temps réel, pendant que la conversation, elle avance déjà à la phrase suivante. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour notre analyse aujourd'hui, nous nous appuyons sur un document conçu justement pour briser ce plafond de verre. C'est le guide The Fluent French Guide, 50 Essential Everyday Expressions. Un document très précieux pour les apprenants. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, ce n'est surtout pas de lister ces 50 expressions comme on lirait le dictionnaire, de A à Z. Non, ça n'aurait aucun intérêt. Non. Le but de cette exploration, c'est de comprendre la mécanique invisible derrière tout ça. On veut décrypter comment le fait d'adopter des tournures un peu familières transforme littéralement la façon dont on est perçu. Et surtout, par quel mécanisme neurologique on peut forcer son propre cerveau à retenir ces nuances sans faire de surchauffe. C'est le point clé. Et c'est une démarche fascinante. Car maîtriser ces petites phrases du quotidien, ce n'est pas juste un bonus, c'est pas la cerise sur le gâteau. Ah non! Non, c'est le cœur même de l'intégration sociologique. La vraie fluidité commence quand on arrête d'assembler des mots un par un, comme des briques de Lego, D'accord. et qu'on commence à utiliser des blocs préfabriqués. C'est ce que les linguistes appellent des séquences toutes faites ou des chunks en anglais. Des chunks, ouais. Et c'est ça qui permet de libérer de la mémoire vive dans le cerveau pour se concentrer sur l'essentiel, à savoir la connexion humaine, l'humour, le débat. Eh bien justement, parlons-en de cette connexion humaine fondamentale. Le tout premier contact. Le plus important. Oui, parce que pour quiconque arrive dans un nouvel environnement, l'urgence absolue, avant même de débattre de grandes philosophies, c'est de gérer le quotidien sans avoir l'air d'un robot. C'est clair. Comment survivre au simple fait de saluer un collègue dans le couloir, par exemple? On abandonne très vite les salutations protocolaires des manuels pour des choses extrêmement denses culturellement. Des raccourcis. Exactement. On voit apparaître des formules comme c'est la galère pour décrire un problème technique avec la machine à café, ou j'ai la flemme pour avouer qu'on ne veut pas aller à la réunion. Ou encore le fameux « t'inquiète ». T'inquiète, le classique. Ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme de signalisation tribale qui s'opère en arrière-plan. C'est-à-dire? Bien, quand quelqu'un a choisi de dire « j'ai la flemme » plutôt que « je n'ai aucune motivation pour accomplir cette tâche », il ne fait pas que raccourcir sa phrase. Ouais. Il envoie un signal subliminal très puissant à son interlocuteur. Il lui dit en gros « je connais les codes invisibles de ta culture et je suis assez à l'aise avec toi pour baisser la garde ». Oh, c'est intéressant ça. Et sur le plan cognitif, le cerveau du natif ne décode même pas les mots individuellement. Il reçoit l'expression comme un seul bloc d'information, une émotion brute. C'est une énorme économie d'énergie pour tout le monde. J'ai une image en tête pour bien comprendre ce basculement. Allez-y, je vous écoute. L'apprentissage académique du français, c'est un peu comme apprendre le solfège et jouer une partition de musique classique. C'est magnifique, la structure est parfaite, chaque note est exactement à sa place, mais Mais si vous arrivez dans un club de jazz, c'est ça, hein? vous arrivez dans un club de jazz avec votre petite partition sous le bras, alors que tout le monde est en train d'improviser, vous êtes complètement hors tempo. Complètement. Ces expressions familières, ce ça roule, ce impec ou le laisse tomber, c'est pas du solfège, c'est du jazz. C'est jouer à l'oreille, sentir le rythme de la salle et s'y adapter instantanément. C'est une super métaphore. Et si l'on poursuit sur cette idée de partition parfaite, on comprend très vite pourquoi la perfection grammaticale peut carrément devenir un obstacle social. Un obstacle? Ouais. Carrément. Imaginez quelqu'un qui formule une phrase majestueuse, avec une syntaxe redoutable d'une précision chirurgicale, juste pour demander où se trouve l'imprimante. Ça fait bizarre, ouais. Ça crée immédiatement une barrière. Inconsciemment, le collègue se sent jugé, ou il sent qu'il a affaire à une personne très rigide. Ah oui, je vois. Alors que l'imperfection d'un « c'est nickel » ou d'un « t'inquiète », c'est chaleureux. Le raccourci imparfait horizontalise la relation. Ça crée de la symétrie. Exactement. On relâche la pression ensemble. C'est un vrai code d'accès social, en fait. Mais bon, une fois que ce code est validé par un petit ça roule près de la machine à café, on ne peut pas rester indéfiniment à la surface. Non,
La conversation doit s'approfondir. Pour tisser de vraies relations, il y a un moment où il faut dévoiler son monde intérieur, ses opinions, ses émotions. C'est inévitable. Et c'est là que l'analyse des outils comme « à mon avis »,« je trouve que » ou des trucs beaucoup plus bruts comme « c'est faux » ou « je suis énervé » prend tout son sens. Et là, la source de notre analyse est très claire sur un point crucial. Lequel? Le dépassement de la peur de l'erreur. C'est central. Utiliser le langage des émotions, ça nécessite d'accepter une certaine perte de contrôle. Et de la vulnérabilité? Tout à fait. La consigne cognitive du guide est stricte. Il faut utiliser ce vocabulaire affectif, même si votre conjugaison est bancale ou si le choix du mot est approximatif. Même avec des erreurs? Oui, car l'émotion prime toujours sur la forme dans la communication humaine. Alors, attendez, là je me mets à la place de l'apprenant et ça me paraît presque suicidaire par moment, non? Comment ça? Imaginons, si je suis dans une réunion professionnelle et que je lâche un énorme « c'est faux » bien sonore parce que je n'ai pas mesuré le poids culturel de cette affirmation, Oui. ou pire que je dis « je suis énervé » à mon manager, au lieu de dire « je suis contrarié », je risque de créer un vrai malaise, non? C'est sûr que la nuance est importante. Est-ce qu'on ne sous-estime pas un peu le danger social d'utiliser des termes à forte charge émotionnelle sans en maîtriser le dosage exact? Cela soulève une question importante sur la manière dont les sociétés gèrent la friction linguistique. C'est-à-dire? Oui, il y a un risque de dérapage ou de maladresse, c'est indéniable, mais ce que l'observation sociolinguistique démontre, c'est l'existence d'un facteur de pardon. Un facteur de pardon. Oui, un facteur de pardon très élevé. Lorsqu'un natif perçoit un accent étranger ou une syntaxe en construction, son cerveau ajuste automatiquement ses attentes. Ah, il baisse ses exigences linguistiques, en gros. Voilà. Si l'effort d'authenticité est sincère, la maladresse n'est plus perçue comme une agression. Elle est vue comme une tentative de connexion. C'est rassurant. Et plus crucial encore, c'est littéralement l'unique moyen de calibrer sa boussole sociale. Si on n'ose jamais le « c'est faux », on ne verra jamais le léger recul de surprise de son interlocuteur. Ah, le retour visuel. Exactement. C'est ce micro-feedback visuel, cette légère friction, qui va enseigner au cerveau de l'apprenant à utiliser plutôt un « je ne suis pas tout à fait d'accord » la fois suivante. Donc, sans exposition au risque, l'apprentissage émotionnel de la langue est cliniquement mort. On reste enfermé dans son dictionnaire. Tout à fait. Il faut accepter de se brûler un peu les doigts pour apprendre à cuisiner. C'est très clair. C'est le prix à payer. Mais même avec tout le courage du monde, si on ose exprimer ses opinions, il reste une barrière purement biologique, physique. Vous parlez de l'acoustique. Oui, l'acoustique, la prononciation et le rythme. On peut avoir la phrase familière parfaite, placée au bon moment, avec la bonne intention. Si le tempo est mauvais. Voilà, si la mélodie vocale est fausse, le message rebondit contre un mur. Le rythme, c'est l'ossature de l'intelligibilité. C'est là qu'interviennent les marqueurs temporels étudiés dans notre source. Des petits mots comme « tout de suite »,« dans un instant »,« d'habitude ». Ce ne sont pas juste des adverbes de temps du coup. Pas du tout. Dans la bouche d'un locuteur fluide, ce sont des respirations, des charnières rythmiques qui annoncent au cerveau de celui qui écoute la structure de ce qui va suivre. Le problème majeur survient avec la traduction littérale. Traduire mot à mot depuis la langue maternelle, ça détruit totalement la cadence naturelle, la prosodie de la langue cible. C'est comme essayer de danser une valse sur un tempo de hip-hop. Exactement. Les corps finissent par se cogner. L'analogie qui me vient toujours à l'esprit quand on aborde ce gouffre de la prononciation, c'est celle du code PIN d'une carte bancaire. Oh, j'aime beaucoup cette image. Imaginez, votre compte en banque est rempli de millions de mots de vocabulaire. Vous connaissez toute la grammaire, vous êtes riche d'idées complexes. Et vous arrivez à la caisse pour payer. Vous insérez votre carte, mais vous tapez le mauvais code PIN. C'est-à-dire que votre prononciation est incompréhensible ou que l'accent tonique est au mauvais endroit. Que se passe-t-il? La transaction est refusée. Boum, refusé. Le terminal s'en fiche complètement que vous soyez millionnaire en vocabulaire. La communication est bloquée instantanément. Et le cerveau de l'auditeur fonctionne exactement comme ce terminal de paiement sécurisé. Vraiment? Oui. Le cortex auditif d'un natif s'attend à recevoir des fréquences sonores et un découpage syllabique très spécifique pour que le décodage se fasse en arrière-plan, inconsciemment. Donc si on a un fort accent ou un mauvais rythme, Si le code PIN focal est erroné, le cerveau de l'interlocuteur bascule en mode alerte. Il doit soudainement utiliser son énergie consciente, non plus pour comprendre le sens de votre histoire, mais pour déchiffrer le son que vous venez de produire. d'où la fatigue de ceux qui nous écoutent quand on prononce mal. C'est pour cela que la négligence de la prononciation est fatale. Et c'est la raison pour laquelle le guide insiste tant sur le fait de s'enregistrer et de répéter à voix haute.
on ne modifie pas un code PIN vocal par la lecture silencieuse. Impossible. Parler est un acte biomécanique. Il faut entraîner les muscles de la mâchoire, de la langue, du diaphragme à adopter de nouvelles postures. C'est de la mémoire musculaire. Purement et simplement. Bon, alors si on récapitule un peu notre équipement de survie, on a les séquences toutes faites pour briser la glace. Oui, On a l'audace d'utiliser le vocabulaire émotionnel en acceptant le risque de froisser un peu, c'est ça. et on entraîne nos muscles faciaux à trouver le bon code PIN. Parfait. Mais il reste l'éléphant dans la pièce. La mémorisation. Comment le cerveau humain peut-il concrètement ingérer et stocker des dizaines de ces nouvelles séquences sans exploser? C'est le mur auquel se heurte n'importe quel apprenant après une journée d'immersion. C'est très dense, oui. Comment on organise cette masse d'informations? Et c'est ici qu'intervient l'ingénierie de la mémorisation du guide, une méthode structurée en étapes très précises, directement issue des neurosciences. La stratégie se décompose en 5 phases pour éviter la saturation. On vous écoute. Premièrement, le tri drastique. Le cerveau ne peut pas digérer 50 expressions idiomatiques simultanément. On limite l'apport à 10 expressions maximum par semaine pour respecter les limites de la mémoire de travail. D'accord, pas de gavage. Ensuite, Deuxièmement, le codage sémantique personnel. On doit créer immédiatement 3 phrases qui ont un rapport direct avec sa propre vie pour chaque expression. pour s'impliquer émotionnellement, quoi. Exactement. Troisièmement, l'activation dans les 48 heures. Il faut placer l'expression dans une vraie conversation. Hmm. Quatrièmement, la répétition espacée, en revoyant la notion à 1 jour, 3 jours, 1 semaine et 1 mois. La fameuse courbe de l'oubli. Voilà. Et enfin, cinquièmement, l'immersion contextuelle. Laisser traîner ses oreilles dans des podcasts ou des séries pour repérer ces expressions dans la nature. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vais faire un petit zoom sur cette 3e étape. Cette obligation absolue d'utiliser l'expression dans les 48 heures. L'activation rapide, oui. Pourquoi cette fenêtre de tir est-elle si précise? Est-ce que c'est juste une petite pression psychologique artificielle ou y a-t-il un véritable compte à rebours biologique dans notre matière grise? Si l'on relie ça à une perspective plus large, on touche à un processus neurologique fondamental appelé l'élagage synaptique. L'élagage, Ah, ouais. comme pour les arbres. Exactement la même idée. Notre cerveau est une machine conçue pour oublier. C'est rassurant. C'est sa fonction première de survie en fait. Nettoyer les informations non pertinentes pour garder de l'espace. Lorsqu'une nouvelle expression entre dans le cerveau, elle est étiquetée comme temporaire. Ok. Si dans les 48 heures, cette expression n'est pas connectée à une action physique, le mouvement de la bouche, le stress d'une conversation, le regard de l'autre, le cerveau la classe dans la corbeille et l'efface. Pio, envolé. En volée, en forçant la création de phrases personnelles, on active l'amygdale et l'hippocampe, on crée un marqueur émotionnel fort. D'où l'étape 2. Exact. Et en l'utilisant dans les 48 heures, on signale au système nerveux « Ne jette pas ça, c'est vital pour ma survie sociale C'est un piratage pur et simple de notre biologie, en fait. ». C'est exactement ça. C'est fascinant. C'est littéralement dire à son propre cerveau « Ce fichier est essentiel, sauvegarde-le sur le disque dur principal, s'il te plaît ». Sans ce signal, l'information disparaît. Et au-delà des langues, c'est vraiment l'antidote absolu contre l'infobésité. Vous savez, cette maladie moderne où l'on accumule des tonnes de podcasts, d'articles, de tutoriels. Pour tout oublier 3 jours plus tard. Mais oui. Transformer l'information passive en un acte de création personnelle immédiat, c'est probablement la seule façon d'apprendre quoi que ce soit aujourd'hui. Tout à fait. L'alliance de l'ancrage émotionnel par la création personnelle et de l'ancrage neurologique par la répétition espacée est un rempart invincible contre l'oubli. Que ce soit pour du vocabulaire ou autre chose. Oui, des concepts économiques, des techniques de négociation, la passivité est l'ennemi absolu de la rétention. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire, Sam, si l'on prend un peu de hauteur sur notre analyse d'aujourd'hui? Eh bien, Franchir ce maudit cap de l'intermédiaire, ce fameux niveau B1, ce n'est absolument pas une question d'empiler du vocabulaire de manière frénétique dans des carnets de notes. non, ça ne marche pas. C'est un changement de paradigme complet. C'est accepter de passer du statut de petit étudiant académique bien sage à celui d'acteur social. De plonger dans le grand bain. C'est ça. C'est s'approprier le jazz de la langue, sa mélodie, ses raccourcis, avec une méthode rigoureuse d'ingestion neurologique. Et surtout, Avec l'audace d'être imparfait. oui, l'audace d'être imparfait. Exactement. Le vrai marqueur de succès n'est pas la note à un test de grammaire. Une langue n'est pas un système mathématique froid. C'est un organisme vivant qui respire à travers la culture qui le porte.
C'est joliment dit. Le point de bascule se produit lorsque l'on cesse de résister à l'étrangeté de cette nouvelle culture. Quand on lâche prise. Voilà. Lorsque le cerveau abandonne enfin la béquille de la traduction interne et commence à ressentir le monde directement à travers ces nouvelles sonorités. C'est à ce moment précis que l'on commence à vivre la langue. Vivre la langue. C'est une excellente conclusion. Mais avant de se quitter, j'aimerais soumettre une pensée un peu provocatrice à notre auditoire. Une idée qui prolonge vraiment tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui. Je vous écoute. Il existe en linguistique une théorie très célèbre, la fameuse hypothèse de Sapir-Whorf. Ah oui, un classique. Elle postule que la structure même du langage que nous parlons façonne notre façon de percevoir la réalité et de penser le monde. C'est une approche qui remet en perspective le pouvoir profond des mots sur notre propre cognition. Et c'est là que ça se devient complètement vertigineux. Imaginons un instant, si le langage sculpte notre esprit, est-ce que le simple fait de forcer son cerveau à adopter quotidiennement des expressions françaises si fondamentalement décontractées face à l'adversité? Des automatismes de survie, oui. Oui, des expressions comme c'est pas grave, t'inquiète ou le magnifique laisse tomber. Est-ce que cela pourrait avoir un impact mesurable sur notre psychologie profonde? C'est une vraie question philosophique. En répétant ces sons, en musclant notre mâchoire pour dire t'inquiète face au chaos du quotidien, est-ce qu'on ne finit pas par modifier notre propre câblage interne? On intègre le lâcher-prise culturel, en fait. La langue qu'on apprend, avec ses raccourcis imparfaits et sa philosophie du lâcher-prise, pourrait-elle devenir notre propre thérapie, nous rendant littéralement plus philosophes et plus détachés face aux petits imprévus de la vie? C'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux apprenants. Je laisse notre auditoire méditer sur cette belle possibilité. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui. Continuez d'écouter, de tester et surtout de faire des erreurs. Faites des erreurs, oui. Gardez toujours cette curiosité bien éveillée. Voici le point rapide sur l'apprentissage du français grâce à l'humour. Concrètement, cette méthode de niveau A2 utilise une anecdote super amusante pour nous prouver qu'étudier, ça devrait pas être une torture à base de listes de vocabulaire ennuyeuses. Premièrement, faut bien comprendre la science du rire, parce que le stress, ça bloque littéralement l'apprentissage. On a tous cru qu'il fallait souffrir en étudiant pendant des heures, pas vrai? Mais ton cerveau, c'est comme une éponge. Tendu par la peur de l'erreur, il n'absorbe rien. À l'inverse, le rire libère des endorphines et le détend, pour qu'il mémorise sans aucun effort. Alors maintenant que notre cerveau est grand ouvert et détendu, de quoi a-t-il besoin? D'une situation de la vie réelle à se mettre sous la dent. Deuxièmement, l'ancrage par l'histoire. Prends Pierre par exemple. Voulant impressionner ses potes, il prépare un gâteau. Mais boum, il se trompe et met du sel au lieu du sucre. C'est une vraie catastrophe culinaire. Ils finissent avec des pizzas, mais c'est hilarant. Et grâce à ce contexte absurde, des mots du quotidien comme tablier, ingrédient ou boucher restent gravés dans notre esprit pour toujours. Bon, avoir une bonne histoire en tête, c'est super, mais comment transformer ce moment de rire en réel progrès linguistique? Finalement, on passe à la méthode d'action. Ça inclut la règle des 3 écoutes, s'enregistrer en résumant l'histoire à voix haute, observer l'usage du passé composé et le fameux défi des 7 jours. Faut pas se mentir, réécouter le même histoire tous les jours peut sembler ennuyeux, mais c'est le secret absolu pour que l'oreille s'adapte magiquement au rythme naturel de la langue. En résumé, apprendre une nouvelle langue, c'est exactement comme faire la cuisine. Les erreurs sont partie de la recette, alors autant en rire pour mieux les retenir. N'ayez plus jamais peur de vous tromper, lancez-vous et savourez vos erreurs. Pourquoi se sentir complètement ridicule, voire un peu stupide en public, serait en fait le secret biologique le mieux gardé pour maîtriser une nouvelle compétence? C'est une excellente question et c'est vrai que c'est hyper contre-intuitif. Bah oui, complètement. Il y a ce paradoxe dans notre façon d'approcher l'apprentissage quand on est adulte. On s'enferme dans une pièce, on veut mémoriser toutes les règles par cœur, on veut être absolument parfait avant d'oser ouvrir la bouche. Ouais, on a cette idée préconçue que l'acquisition d'un savoir, ça doit forcément être un processus sérieux, laborieux, limite douloureux. C'est exactement ça. Bon, décortiquons tout ça pour notre exploration du jour. Notre point de départ, c'est le matériel d'une vidéo éducative de français, niveau A2. Ça s'intitule « L'erreur du gâteau salé ». Un titre qui annonce déjà la couleur pour le coup. Voilà. Et notre mission ici, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas de faire un cours de vocabulaire basique. C'est de comprendre pourquoi l'humour et la narration pourraient bien être le piratage cérébral ultime pour débloquer l'apprentissage. Parce que l'apprentissage traditionnel, c'est un peu comme manger des biscuits secs sans eau, tu vois? Oh, l'image est terrible, mais tellement vraie. Je suis ravie qu'on aborde ça parce que la source d'aujourd'hui s'attaque pas seulement au quoi, c'est-à-dire apprendre le français, mais surtout au comment. Au fonctionnement cognitif, en fait. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est comment la vidéo démonte cette idée de douleur intellectuelle obligatoire.
Sur le plan évolutif, notre cerveau, c'est un organe social. Il retient l'information par les émotions fortes, le jeu, la vulnérabilité. Donc, essayer de forcer la mémorisation en enlevant toute émotion, c'est... C'est comme essayer de faire entrer des données dans un ordinateur dont le disque dur est physiquement verrouillé. Ah ouais, carrément. Un verrouillage cognitif. Et c'est dû à quoi, biologiquement parlant? Avant de plonger dans l'histoire du gâteau, faut qu'on comprenne ces mécanismes. La source parle du fait que le stress ferme le cerveau. Ouais, c'est ce qu'on appelle en linguistique le filtre affectif. En fait, quand un individu est stressé, disons par la peur de faire une faute de grammaire devant un locuteur natif, le corps réagit comme face à un danger de mort. Sérieusement? Juste pour une faute de conjugaison? Eh oui! Le taux de cortisol, l'hormone du stress, grimpe en flèche. Et ce pic, il a un effet mécanique, il vient littéralement bloquer l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la zone de la mémoire, c'est ça? C'est ça, c'est la porte d'entrée des nouveaux souvenirs. Donc l'information entre par les oreilles, mais la porte vers la mémoire à long terme est barricadée. D'accord, donc on court avec des muscles complètement crispés par la peur, on n'avance pas. Mais alors, la méthode propose de contrer ça par le rire. Qu'est-ce qui se passe quand on rit? Ah bah là, c'est l'inverse. Le rire déclenche une cascade neurochimique fulgurante. Le cerveau libère de la dopamine, des endorphines, de la sérotonine. Ce cocktail fait baisser le cortisol instantanément. Et ça rouvre la porte de l'hippocampe. Mieux que ça, l'amygdale qui gère les émotions s'active et dit à l'hippocampe « Hé, ce qui se passe là, c'est émotionnellement hyper pertinent, grave-le tout de suite ». L'émotion agit comme une super colle pour la mémoire. Une super colle neuronale, c'est fou. Mais je me fais un peu l'avocat du diable là. Si on fait que s'amuser, on relâche la pression, est-ce qu'on risque pas de tomber dans le chaos total? Une langue, ça a une structure stricte. Comment on retient du concret? C'est une super objection. Le rire tout seul, c'est pas magique. Il doit être le vecteur d'une structure, d'une narration. Et c'est là que la méthode devient redoutable avec ce qu'on appelle l'ancrage épisodique. Et ça nous amène directement à notre étude de cas. L'histoire de Pierre. Exactement, le fameux gâteau salé. Alors l'histoire, c'est celle de Pierre, un gars de 25 ans qui vit à Lyon. Un dimanche après-midi ensoleillé, il veut impressionner ses amis pour le dîner. Un objectif social très fort, on note. Tout à fait. Il veut faire son dessert préféré, un gâteau au chocolat façon grand chef. Il met son tablier, il sort la farine, les œufs, le beurre et un pot blanc. Ah, le fameux pot blanc. Voilà, il jette un coup d'œil rapide, il se dit que c'est du sucre, il verse tout ça dans le saladier, il mélange et hop, au four pour 30 minutes. Là, le cerveau de quiconque écoute ça commence déjà à calculer que ça va mal finir. Mais grave. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les amis arrivent, il y a des fleurs, du vin. Arrive le dessert. Tout le monde prend une bouchée de ce magnifique gâteau. Grand silence. La catastrophe. Une grimace générale de tous les invités. Ce n'est pas sucré du tout, c'est extrêmement salé. Pierre a confondu le sucre et le sel. Et comment ils réagissent? C'est une horreur culinaire, mais la tension retombe super vite. Ils finissent par éclater de rire, ils commandent des pizzas. Et depuis, Pierre a mis des énormes étiquettes sucre et sel sur ses pots. Cette histoire, elle a l'air toute bête. Mais sur le plan cognitif, c'est brillant. Elle utilise des situations du quotidien, l'amitié, la nourriture, la honte, pour ancrer les mots. Ouais, l'erreur de Pierre dans sa cuisine, c'est en fait la métaphore parfaite des erreurs que fait tout apprenant en parlant une langue, tu trouves pas? Mais carrément. Confondre le sel et le sucre, c'est comme confondre deux mots de vocabulaire. L'interlocuteur fait une grimace de confusion, on ressent un moment de vulnérabilité sociale, Et là, on a le choix, soit on panique, et le cortisol bloque tout. soit on en rit, et ça déclenche ce qu'on appelle l'erreur de prédiction de la récompense. Attends, l'erreur de prédiction de la récompense, c'est quoi exactement? Notre cerveau fait des prédictions tout le temps. Quand les amis goûtent le gâteau, ils s'attendent à du sucre. Le cerveau a anticipé une décharge sucrée. Et paf, explosion de sel. Grosse surprise, quoi. Voilà. Cette discordance massive génère un pic de dopamine pour forcer le cerveau à mettre à jour ses données. Ça transforme un fait basique en mémoire épisodique. Et la différence avec la mémoire classique, c'est quoi? La mémoire sémantique, c'est d'essayer d'apprendre que S-E-L, ça veut dire sel, sur une liste ennuyeuse. La mémoire épisodique, elle, enregistre tout le contexte. La grimace, le rire, la surprise. On pirate notre instinct de survie pour retenir le vocabulaire. Exactement. Le cerveau n'oubliera jamais ce mot parce qu'il a simulé l'humiliation de Pierre. C'est génial. Donc, cette petite histoire inoffensive, c'est un véritable cheval de Troie. Et ça ne transporte pas que du vocabulaire de cuisine, hein. La vidéo l'utilise pour enseigner la grammaire. Oui, des concepts notoirement difficiles comme l'utilisation du passé composé et de l'imparfait.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? Comment une histoire d'erreur de cuisine enseigne la grammaire de niveau A2? Au lieu de donner un tableau de conjugaison abstrait, la source montre comment les temps verbaux créent l'action. L'imparfait pose le décor, genre « le soleil brillait, il voulait impressionner ». Ouais, la toile de fond. Et le passé composé, c'est le déclencheur. Il a pris le pot, ils ont fait une grimace. Si l'apprenant utilise le mauvais temps, la chute de la blague ne marche plus. Je vois. Moi, j'aime bien comparer ça à la construction d'une maison. Tu vois, les listes de mots et les règles de grammaire, ce sont juste des briques posées par terre. C'est lourd, c'est chiant à mémoriser. Tout à fait. Mais l'histoire amusante, la tension narrative, c'est l'échafaudage. Une fois que l'échafaudage est là, des mots comme « verser », une catastrophe ou des expressions comme « au lieu de », ces briques viennent se loger naturellement dans les trous. Et on associe un mot à une image très claire. Le mot « horrible » n'est plus un concept flottant, c'est physiquement le visage dégoûté des amis. C'est de l'intégration multisensorielle. C'est hyper puissant. Mais du coup, comment quiconque écoute cette analyse peut concrètement appliquer ça? Il y a des stratégies dans la vidéo, non? Oui, des protocoles très précis. D'abord, à la technique des 3 écoutes. Ah oui, on ne se lance pas à l'aveuglette. Non, la première écoute, c'est pour la compréhension globale. On lâche prise, on accepte l'ambiguïté sans stresser. La deuxième, c'est avec des notes pour repérer les mots d'action. Et la troisième, Pour la prononciation, la prosodie, la musique de la langue en fait. c'est pour éviter la surcharge cognitive, j'imagine. On ne demande pas au cerveau de décoder le sens, la grammaire et l'accent en même temps. Exactement. Mais le vrai secret de la source, c'est le défi de la semaine, le défi des 7 jours. Écoutez cette même petite histoire une fois par jour pendant 7 jours d'affilée. Pourquoi 7 jours? Qu'est-ce qui se passe sous le capot de notre crâne? C'est lié à la neuroplasticité dépendante du sommeil. Pendant qu'on dort, le cerveau fait le tri. Il rejoue l'histoire. Et plus on répète sur plusieurs jours, plus le cerveau envoie de la myéline pour consolider ce réseau neuronal. La myéline? Attends, c'est pas la substance qui isole les neurones et accélère les signaux électriques? C'est ça. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est comme transformer un petit chemin de terre boueux en une belle autoroute goudronnée. Ah ouais, donc au bout de 7 jours, comprendre le mot « sel », ça demande 0 effort. C'est un réflexe. L'autoroute est construite. Tout à fait. L'oreille s'adapte au rythme, et après, la source propose une étape redoutable, le passage à la production active. Le fameux enregistrement au miroir ou au téléphone. Raconter sa propre erreur drôle en utilisant des structures comme « un jour j'ai » ou « je voulais bien faire, mais ». Voilà. En racontant sa propre gaffe, l'individu relie le nouveau vocabulaire à sa mémoire autobiographique. La charge émotionnelle est décuplée. Et la source donne pas mal d'outils pour ça d'ailleurs. Des podcasts, des chaînes YouTube, des applications d'usage quotidien. Et surtout, des applis d'échange comme Tandem ou HelloTalk. Oui, mais attention à la manière de les utiliser. Le but, ce n'est pas d'aligner des phrases parfaites comme un robot. L'objectif, c'est de chercher l'interaction authentique. De biohacker notre cerveau, en fait. Exactement. On s'expose volontairement, on essaye de placer un nouveau mot en sachant très bien qu'on va sûrement mal le prononcer. Et provoquer ce moment de flottement, ce petit rire partagé avec le natif. On devient littéralement un chasseur d'erreurs amusantes. La faute n'est plus un échec scolaire, c'est la cible. Chaotique. La métaphore de la cuisine utilisée dans la source est parfaite. Parfois on suit la recette, parfois on se trompe, mais le but final, c'est le partage. C'est pas la perfection clinique. Remplacer la peur de l'échec par l'acceptation de nos petits désastres personnels, ça rend la méthode profondément humaine, tu ne trouves pas? Humaine et redoutablement efficace, parce que l'énergie qu'on perdait à stresser, elle est maintenant utilisée à 100% pour assimiler la langue. C'est fou, mais j'ai une idée un peu provocatrice pour clore notre analyse. Si on prend du recul, ce qu'on vient de voir, c'est presque un manuel d'innovation déguisé, non? Je vois où tu veux en venir. Bah oui. Si le secret biologique pour maîtriser la complexité, c'est de célébrer nos erreurs ridicules, de servir avec fierté un gâteau au sel, que se passerait-il si on appliquait cette philosophie aux domaines les plus sérieux et anxiogènes de nos vies? Tu penses au monde de l'entreprise? Exactement. Dans nos milieux professionnels, en salle de réunion. Imagine le nombre d'idées révolutionnaires étouffées parce que tout le monde est paralysé par la peur de présenter un projet imparfait. La culture du présentéisme parfait, ouais. Ne jamais montrer de faille. Et si les entreprises exigeaient que les équipes présentent régulièrement leurs gâteaux salés, des concepts de bancal, des tentatives ratées, juste pour provoquer l'analyse collective et le rire?
Est-ce qu'on n'innoverait pas beaucoup plus vite? C'est le principe même de la sécurité psychologique. C'est prouvé que c'est le premier facteur de réussite des équipes très performantes. On enlève l'ego, on empêche l'hippocampe de se verrouiller et on ajuste la recette ensemble. C'est ça, accepter de voir nos projets s'effondrer pitoyablement, en rire franchement pour inventer des solutions que la pression de la perfection nous aurait cachées. Je laisse ceux qui nous écoutent méditer là-dessus. Préparez vos gâteaux salés, confondez vos ingrédients et l'on se retrouve très vite pour de nouvelles immersions au cœur de la mécanique de nos idées. À bientôt!